Non, là, je veux mettre les pendules à l'heure. Les Iraniennes ne se battent pas contre le voile. Si. Les Iraniennes se battent pour la liberté Oui, mais le voile, de porter ou de ne pas le vers porter. Le voile est un symbole quand même. Non, c'est mais le d'accord. symbole. Mais c'est pour dire que, Non, là-dessus, on ne va Non, pas mais rentrer on dans va les re- détails. C'est Mais clair que le voile, c'est la suppression du visage. Non, en Iran, on ne se cache pas le visage. Vous connaissez l'histoire magnifique de la momie de la 4e dynastie qui est venue avec Ramsès II. Tu sais, il y a l'exposition Ramsès II. Et la momie de la 4e dynastie, elle est arrivée, on l'a démaillotée. Et tout à coup, la bouche bougeait. Et on attend... mais attendez, elle bouge. Tous les égyptologues sont là, tous les savants. Elle va parler. Ah, silence total. Elle va parler. Et on entend, elle dit, est-ce que Lynn Renaud chante encore? J'ai honte. J'ai honte, je reconnais que j'ai honte. Mais bon. Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre. On est bien au bar Omerta, là. Hein, ouais. Tatiana, my drink, please. My drink. Thank you. Merci. Et ben nous voilà, à nouveau, au bar Omerta. Ce bar que vous rejoignez maintenant tous les dimanches. Et puis après, tout le temps, sur la chaîne YouTube de Omerta, effectivement, pour le dernier verre. Dernier verre, ce ne sera jamais un dernier verre, bien sûr, vous savez. Un verre peut toujours en cacher un autre. Et voilà, on est là avec des personnes, des hommes, des femmes que nous aimons parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Et vous, eh ben, vous allez être avec nous. Vous allez boire le dernier verre. Vous avez évidemment votre bouteille prête. Et puis, on va passer un temps. Et puis, vous allez voir, vous êtes déjà abonné à la chaîne d'Omerta. Et là, vous allez abonner tout le monde parce qu'on se retrouvera, on ne se perd pas, ni de vue, ni de cœur. Alors, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui des personnes que je connais ou dont je connais les livres et que j'ai entendus. Et vous allez voir, vous allez aussi les entendre. Et ça va être passionnant. Alors, à ma gauche, n'y voyez aucune allusion politique. Fariba Ashtroudi. Fariba Ashtroudi est iranienne, elle est écrivain, elle est essayiste. Elle se partage entre l'Iran et Paris. Elle a écrit un livre remarquable sur Ali, le prophète Ali, le fondateur du chiisme. Et c'est absolument passionnant, cette parole effectivement défendue. Quelle parole défendue? On va en parler, mais on ne va pas parler que de son livre. On va parler évidemment de l'Iran, de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui s'est passé hier. Cette espèce d'extraordinaire bouleversement du monde, vous le savez. Hein. Tout est en train de bouger. Les plaques tectoniques ne sont plus les mêmes. L'Arabie Saoudite, l'Iran, le sunnisme, le chiisme, l'Amérique, la Russie, l'Ukraine, etc. On va parler aussi de ça. Mais on ne va pas rester que dans la géopolitique. Et on va parler aussi avec Frère Benjamin. Frère Benjamin, bonjour. Bonjour. J'ai reçu votre livre et j'ai trouvé ça... Oui, bonsoir, vous avez raison. Voilà. Et moi, je suis jour et nuit, je sais pas Mais où oui. c'est, mais voilà. Ça, c'est le vin qui fait ça. Et vous avez écrit un livre très touchant, très, je dirais, assez bouleversant, qui s'appelle « Tu as lu pris aux yeux de Dieu ». Et vous racontez votre parcours et vous racontez ce que vous faites, votre activité de prêtre salésien, derrière, enfin, sous l'égide de Don Bosco, et vous allez nous raconter tout cela. Et puis, vous êtes musicien, vous êtes chanteur, vous êtes pianiste. Et vous savez, on est au bar. Et qui dit bar, dit piano. Jean-Luc Andiotti, je vous dis, je le dis toujours,
Il est au bar ce que Barbès est à Rochechouart, Otis à Piffre et Erckmann à Châtillon. Sans lui, on ne ferait pas cette émission. Laurent Firode, cinéaste. Il a un film tout à fait remarquable, d'ailleurs 2 films, qui s'appelle Le Monde d'après. Il faut aller voir, c'est quelque chose de très différent. On va en parler avec lui. Et on va voir quelques extraits d'ailleurs, et c'est sur cette vie quotidienne, et ce qui est en train justement, on parle des géopolitiques, c'est en train de changer dans notre vie quotidienne, pour le meilleur, et peut-être quelquefois pour le pire. Et enfin, le proxénète en chef. Je parle évidemment de littérature. Max Chalet est éditeur, écrivain, essayiste, on se connaît depuis très longtemps. Et il a écrit un livre absolument passionnant. Le tome 1 vient de paraître sur le monde de la prostitution, de la violence à l'illusion. Mais c'est surtout l'histoire de la prostitution qu'il raconte, qui date de Solon, c'est bien ça. Donc, 46 ans avant Jésus-Christ. 600 ans. 600 ans avant Jésus-Christ, vous voyez, donc 2700 ans et quelques. Enfin, c'est une histoire incroyable qu'il raconte. Et on va parler des mots aussi de la prostitution, enfin beaucoup de choses. Et puis on chantera aussi, évidemment. Voilà, ça s'appelle Le Dernier Vers. Et ça commence. Évidemment avec notre ami Jean-Luc Andiotti, qui va nous interpréter, non, c'est moi qui vais vous interpréter, quelque chose. Alors, c'est pour nous mettre dans un univers un peu coquin, mais ça ne marquera pas du tout toute la maison, toute la mission. Mais là, c'est Colette Renard. Je ne suis pas Colette Renard, et je vais vous dire une chose, une confidence. Je ne risque pas d'avoir un cancer de l'utérus. Non, je dis ça en passant. Je ne suis pas transgenre, mais j'ai rien contre. Hein. Enfin, c'est pas là. Et là, c'est magnifique. Petit blues, Colette Renard. Plus fort. Je me fais sucer la friandise. Je me fais caresser le gardon. Je me fais empeser la chemise. Je me fais picorer le bonbon. Je me fais frotter la péninsule. Je me fais béliner le boyau. Je me fais remplir le vestibule. Je me fais ramoner l'abricot. Je me fais farcir la moletette. Je me fais couvrir le rigondone. Je me fais gonfler la mouflette. Je me fais donner le picotin. Je me fais laminer les crevisses. Je me fais foyer le cœur fendu. Je me fais tailler la pelisse. Je me fais planter le mont velu. Je me fais briquer le casse-noisette. Je me fais m'amourer le bibelot. Je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais brigoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Rousselas tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement. C'était Colette Renard. Et je dois dire que ça me fait une introduction, pardon du mot, par rapport au livre de Max Chalet, et cette espèce de... Cette prostitution, elle est presque, je ne dirais pas aussi vieille que le monde, ça se passait pas à Lascaux, évidemment, enfin encore qu'on n'en sait rien. Mais comment est née cette espèce... C'était quoi pour protéger les couples? Comment c'est né la prostitution? La prostitution vénale est née en Grèce pour protéger les couples honnêtes. Oui. La femme grecque était respectable. Les femmes respectables et les couples honnêtes. Et donc, Solon, le législateur, 600 ans avant Jésus-Christ, invente le dictérion, le bordel, pour, vu l'afflux dans les villes grecques, une concentration d'individus qui n'avaient pas d'épouse, qui n'avaient pas les moyens de se marier. Et le rut étant là, il fallait l'assouvir pour éviter
pilonner, comme on dit un écrivain de l'époque, les femmes d'autrui. Donc, on crée les dictérions avec des dictériades, prises de guerre, esclaves, donc une main-d'œuvre bon marché qui permet d'assurer la paix sociale. Et dans les pays où il n'y a pas de ville, il n'y a pas d'État institué, la prostitution n'existe pas réellement. Et quand il n'y a pas non plus de monnaie, la prostitution suppose quand même un échange monétaire pour ensuite faire un monnaie d'échange. Donc la préhistoire n'a pas de... Il y avait la monnaie dès le départ, il n'y avait pas de monnaie. Enfin, en Grèce instituée, si. Oui, en Grèce instituée, oui, bien sûr. Mais auparavant, il y a l'hospitalité sexuelle, il y a la prostitution sacrée pour les temples. J'adore l'hospitalité sexuelle. Oui, mais l'hospitalité sexuelle précède, effectivement. C'était avant Airbnb. Tu vois. Il y a des civilisations qui n'ont pas connu la prostitution, mais il y a eu l'hospitalité sexuelle qui, après, évidemment, va se transformer, il va se monétiser, d'où la prostitution qui va, à partir de là, se développer avec un modèle, on en parlait ce matin, qui va se pérenniser. Et Rome prendra la suite d'Athènes. Et Napoléon, en 1808, instaurant le système réglementariste, s'inspirera de la Rome antique. Donc, jusqu'en 1946... C'est Napoléon qui a instauré l'organisation, la prostitution moderne. Mais pardonnez-moi une question, est-ce que normalement, c'était les prêtresses de Dieu qui étaient les premières... Sacrée. Ça, c'est la prostitution sacrée. Mais c'était pas les premières... Et qui, en même temps, perdure et qui est universelle. Mais c'était pas les premières en Mésopotamie? En Mésopotamie, naturellement. Aussi, donc avant la Grèce. Bien sûr. Et qu'on va trouver aussi au Japon, on va trouver un peu partout dans le monde. Mais la position vénale que nous connaissons, la plus répandue aujourd'hui, évidemment, date de Solon en tant qu'instigateur du système, bien sûr. Voilà, avec son fonctionnement. Et donc, Napoléon crée ça, et en France, ça a duré jusqu'en 1946, voilà, l'abolition des maisons closes par Marthe Richard. On change de système et on passe du réglementarisme à l'abolitionnisme. L'abolitionnisme, c'est pas l'abolition de la prostitution, comme on croit quelquefois, c'est l'abolition du réglementarisme. On confond parfois. La prostitution, hélas ou pas, enfin ça dépend, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, a continué. Ah ben bien sûr. Bien sûr. Dans les hôtels de passe, clandestinement, avec quelques maisons très connues, soi-disant clandestines, mais extrêmement connues. Madame Claude, Louane Toutou et tout ça. Mais qui étaient comme le Chabanais, qui était dans je dirais pas, mais une institution d'État. On a vu les photos, c'était hallucinant. Une institution d'État, où les princes couronnés venaient, le roi d'Angleterre avait sa baignoire, etc. Alors, Roland d'Angleterre avait sa baignoire. Oui, Édouard VII, avant d'être intronisé, avait sa baignoire. Voilà. On avait donc là, c'était Paris dans ses... Et on avait les hommes politiques qui se donnaient rendez-vous dans les maisons. Renan, auteur de la vie de Jésus, dialoguait dans les bordels avec d'autres comparses. Donc, cela faisait partie des mœurs, dirais-je. Voilà, il y a toujours ce côté, effectivement. Et Hitler retiendra que la France était très légère et décidera de faire de la France le bordel de l'Europe. Ah bon, carrément. Ouais. C'était son idée, parce que les Français étaient... Les Français considérés comme des gens libertins. Très libertins. Il y avait le libertinage qu'il y avait... Mais effectivement, en Allemagne, c'était les 3 K, Kirchen, l'église, la cuisine. L'église, la cuisine et le berceau. Voilà. Et donc là, c'était très différent de la France. Mais une organisation quand même allemande très poussée, avec des bordels pour la troupe, des bordels pour les officiers, des bordels pour les SS, etc. Et vous racontez tout cela dans ce livre qui est quand même... Oui, c'est une vision du monde. Qu'est-ce que vous en pensez, Fariba Astrudi, vous ? Écoutez, je pense que en tout cas, je le lirai. Moi, je me suis penchée un peu sur l'histoire de la prostitution pour un de mes livres, et finalement, ce que vous dites, c'est l'époque de Solon, et surtout le vocabulaire, les chochottes, l'évolution du vocabulaire, c'était extraordinaire. Et autre chose, quand vous parlez de la Grèce, je pense à la regrettée Irena Papas, que j'ai rencontrée, que j'ai interviewée. Une beauté. Et elle avait un projet alors j'ai oublié, c'était, je pense, la rue des gens de céramique, et c'était la rue de la prostitution également, comme vous le savez. Exactement. Le quartier de céramique, c'est ça. Et elle m'a dit, elle avait même envoyé le projet à l'Union européenne. On devait la payer pour faire le plus grand centre culturel dans ce quartier des céramiques, et malheureusement, ça n'a... C'est le quartier des tombeaux également. Exactement. Et où les prostituées forniquées dans les tombeaux. Tout à fait. Et elle m'a dit, c'est là, tu es là, dans le quartier Fariba, tu es dans le quartier des prostituées d'Athènes. Ouais. Et alors,
on va quitter à un moment donné de très loin la prostitution. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre Ali? C'est un livre tout à fait extraordinaire. Là, on quitte tout à fait un terrain pour un autre, celui de la spiritualité, celui surtout de cette extraordinaire aventure des héritiers de Mahomet. Des fils de Mahomet ou des neveux de Mahomet, etc. Et il y a comment est né ce schiste. Il faudrait raconter, parce qu'on ne connaît pas assez, les gens, évidemment les experts en religion connaissent, mais les autres non. Qu'est-ce qui s'est passé ce schiste, surtout à la lumière aujourd'hui, on ne dit pas que c'est fait, mais où le président d'Iran va visiter le prince d'Arabie Saoudite et où, pour la première fois, les ennemis jurés, sunnites et chiites, se parlent. En tout cas, il se passe quelque chose. Alors, racontez-nous c'est une longue histoire. Gestion de ça. Je vous l'avais dit quand vous m'aviez interviewé à Radio Sud Radio. C'est Éric Bonnier qui m'a convaincu de me... Je n'ai pas du tout une culture religieuse, comme vous le savez. J'ai été dans une famille laïque, mais même agnostique, malgré un grand-père ayatollah, qui était en revanche un ayatollah révolutionnaire, extrêmement vous voulez dire ouvert, avancé, oui, totalement. Quand je dis révolutionnaire, il a quand même participé à la révolution constitutionnelle de 1906. C'était vraiment, il était aux côtés des révolutionnaires. D'accord. Et il ne jurait que, comme je vous l'ai dit, par 3 sourates du Coran, etc. Donc, mais revenons à Ali, alors oui, justement, le fait est que, connaissant très très peu l'histoire l'histoire des religions en général et l'islam en particulier, étant donné que j'ai été éduqué en France, je connaissais plus le christianisme ayant été dans des écoles religieuses que l'islam. Et puis, je me suis quand même, après la Révolution, je me suis dit, il faut que je comprenne ce qui s'est passé quand même dans ce pays. Donc, mais je m'étais beaucoup plus intéressée à la partie politique, purement politique et historique de l'évolution de l'Iran. Et puis finalement, Éric m'a dit non. J'ai dit, écoute Éric, franchement, je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas spécialiste, etc. Il m'a dit, je te demande un roman. Et alors là, je suis arrivée au fait de voir à quel point le personnage d'Ali, c'est un roman quand même historique, très collé à l'histoire. D'accord. Dans tout ce qui est l'enfance d'Ali, il a été élevé par le prophète. D'ailleurs, vous avez fait une erreur en disant l'erreur fatale, mais ce qui est, au fond, c'est un peu vrai. Vous avez dit le prophète Ali. Pour les Iraniens, Ali est presque aussi important, sinon plus important. C'est pas un prophète, mais c'est pas un prophète. C'est vraiment le gendre et le cousin du prophète, et il aurait dû, d'après les chiites, être Donc, je me suis penchée sur cette histoire, et puis ce que j'ai trouvé d'extraordinaire, c'est le storytelling, vraiment la narrative du chiisme, qui, alors là, diffère totalement de la narration des sunnites. Mais le fond de vérité, de vérité, c'est ce que vous avez dit, c'est que effectivement, il y a eu usurpation. Alors là, même il y a des mais est-ce qu'on est sûr de ça, ou est-ce que ce n'est pas chacun à sa version historique? Non. Franchement, quand je dis usurpation, c'est que effectivement, Ali a été la personne la plus proche de Mahomet. Néanmoins, Abou Bakr était également un compagnon, etc. Quand je dis il y a eu usurpation, le fait est que il n'a pas été choisi comme il y a eu un coup d'État. Abou Bakr a été le premier calife, etc. Mais là où il y a eu usurpation, c'est que quand même toute la descendance du prophète, à partir d'Ali, parce que le prophète Mahomet n'a pas eu d'enfant, mais sa descendance par Ali, c'est sa fille cadette, qui était sa préférée, Fatima. Toute cette descendance a été massacrée d'une façon absolument atroce. Donc, là-dessus, le narratif chiite a fait qu'effectivement, il y a eu usurpation. Et ce qui m'a passionné, c'est que le Ali des chiites, c'est le double de Rostam, qui est Rostam, c'est qui est dans la mythologie, dans le livre des rois, c'est le Hercule
D'accord. de la mythologie Mais iranienne. Ali C'est est pour vous considéré- dire, Non, juste un mot, parce que je vous en prie. pour comprendre, juste un mot. Ali, par les chiites, est considéré comme... Donc, n'est pas considéré comme un prophète, est considéré quoi? Comment Comme les- premier, le successeur désigné successeur désigné de Mahomet. de Mahomet D'accord. est le premier imam des chiites. C'est-à-dire que, D'accord. alors là, c'est très compliqué pour rentrer Oui, dans on va pas rentrer dans les l'ésotérisme, détails, mais c'est que tout le chiisme a été une réaction des Iraniens vis-à-vis de l'invasion arabe. Ali a été réinventé avec une base historique totalement vraie. Mais par exemple, réinventé. réinventé. Par Donc, exemple, c'est un peu le schisme, je dirais, des Iraniens par rapport aux Arabes. absolument, la- c'est le schisme. la Et c'est la sécession, réaction, c'est la réaction. Ils avaient besoin d'une figure De ça. pour d'abord, les Iraniens n'ont toujours pas digéré l'invasion arabe. Les Iraniens sont les premiers racistes, à mon avis, hein, c'est un avis, hein, les premiers racistes Comme Iranienne, anti-arabes. vous êtes bien placé. Hein. Non, Je vous mais, laisse la c'est responsabilité une- de vos propos. Mais voilà, et pour justifier tout ça, Ouais. c'est de dire, mais alors il y a un fond de vérité dans tout ça. Pour justifier tout ça, Ouais. ils ont réinventé, embelli, mythifié Ali. Ils en ont fait un personnage, encore une fois, avec un fond de vérité. Ali, par exemple, était très vaillant. Il n'avait peur de rien. Il était exceptionnel dans ses... Un peu un roi, enfin un soldat roi, un roi soldat. Un roi soldat ouais. et très mystique. Ça aussi, c'est vrai. C'est que c'est quelqu'un ouais. qui n'était pas... aujourd'hui, on dirait c'est un crétin en termes politiques. Mais le pouvoir ne l'intéressait pas. Il était vraiment habité par la mystique, par le message prophétique. Et là-dessus, après, il y a eu tout un mysticisme sublime que Corbin a développé. Et c'est vraiment... Oui, bien sûr, Henri Corbin. Non, mais c'est très bien. Alors, je vous dis, parce que vous racontez toute cette histoire qui est quand même hallucinante et qui est très forte, parce que le chiisme, c'est quand même des millions de gens, c'est une civilisation, c'est quelque chose qui compte, qui a compté, qui comptera. Et vous la racontez effectivement en romançant, mais en se tenant assez proche et même très proche de la réalité historique. Enfin, absolument. Après, sauf la partie, comme je vous ai dit, mystifiée par les Iraniens. Par exemple, ce Coran qui n'est d'après la tradition chiite. Vous voyez, c'est ça qui m'a intéressé. C'est qu'ils disent que l'islam a dévié parce que Ali n'a pas... donc les méchants, les méchants, c'est les Arabes qui ont dévié l'islam. Ils font dire au prophète Mahomet, avant sa mort, sur son lit de mort, il aurait dit à Ali, ma descendance va se déchirer, la nation de l'islam va se déchirer. Regardez où on en est. Donc tout ça, mais autre chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir que dans cette narrative, le vrai Coran a été déplacé, a été écrit par Ali et a été emporté jusqu'au cœur de l'Iran. Il y a toujours un village en Iran qui s'appelle Nobandegan, et le vrai Coran est caché le vrai Coran là. pour les chiites, soyons clairs. Non, parce que là il y a absolument, non, absolument. Mais disons que même les sunnites n'acceptent pas ce qu'ils appellent la Vulgate d'Osman. Ils disent que ça n'a pas été écrit. Mais alors, il y a ces deux choses. Et puis, troisième chose qui m'a beaucoup intéressé pour écrire ce livre, c'est de dire à quel point les ayatollahs, même la propre tradition chiite, ils l'ont trahi. C'est qu'ils font exactement... En Iran, en ce moment, on va en parler de ça. Ça, c'est la vision politique après. La dernière raison, c'est que moi, en tant qu'agnostique, d'ailleurs, ils n'ont pas dit un mot sur ce livre, ni en bien ni en mal, parce qu'effectivement, c'est une gifle pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous dites que ça ne correspond pas à ce que font les ayatollahs aujourd'hui, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors moi, je voudrais aussi parler d'autre chose. Alors, je vais prendre mon verre, parce que là, il faut que je me lève. Je me lève sans bousculer qui que ce soit. Jamais sans son verre. Jamais sans. Moi, c'est pas jamais sans ma fille ou jamais sans mon verre. Et je voudrais qu'on parle du monde. Alors, le monde, c'est intéressant parce que... Le monde, le journal ou le monde, le monde? Non, le monde, c'est vrai. Comment va le monde? Je sais. J'avais compris. Et je suis allé voir un film, que j'ai vu, d'un certain cinéaste que je ne connaissais pas, qui s'appelle Le Monde d'après.
Je dis le monde d'après, ça va être peut-être un film sur le macronisme. Je ne sais pas, le monde d'après, puisque on nous a présenté la venue en 2017 d'Emmanuel Macron comme le monde d'après. Alors, je vais vous montrer déjà, Tatiana, il faudrait que vous montiez un extrait donc du monde d'après. Vous allez voir, et puis on va en parler. Ici, on pratique le yoga de la femme. C'est un yoga pour retrouver sa nature féminine. Un peu le son un peu plus fort. Pour se reconnecter à notre féminin sacré. Amour. Sensualité. Beauté. Et on se connecte au yoni. Et c'est quoi le yoni? C'est toute cette partie du corps de la femme. C'est parti? Vous mettez vos mains sur le yoni, les pouces vers les ovaires et les index sur la vulve. Okay. Très bien. Écartez bien les jambes. Voilà. Ça va? Oui, ça va, merci. Ça va. C'est que, non, enfin, en fait, je suis un peu... Pardon, hein, je suis perturbée parce que vous avez un... Quoi? Enfin, pardon, je suis désolée, c'est peut-être très très indélicat de ma part, mais vous avez un truc ici. Ici. Ouais, ça là? Oui. Et quoi? Un pénis? Ah oui. Pardon, excusez-moi, non. Ah oui, c'est qu'en fait, vous êtes en train de faire une transition. Bah non. Mais vous avez un pénis depuis longtemps? Bah j'en ai toujours eu un. Bah, je suis née avec. Ah! Donc, en fait, vous êtes devenue une femme? Non, je suis pas devenue une femme. J'ai toujours été une femme. Ah, bah oui. Je suis une femme sans vagin, sans utérus, sans ovaire, mais avec un pénis, des testicules, une prostate. Évidemment. Vous savez à peu près tout. Oui. Je sens que vous vous posez encore quelques questions, je me trompe? Non, je veux pas... Non, merci. Je pisse debout. Alors nous voilà vraiment plongés dans un autre univers, je ne sais pas si c'est le monde d'après. Alors Laurent Firode, oui, le trans dans toute sa beauté, c'est formidable. Elle a dit, je suis une femme, j'ai un pénis, des testicules, je pisse debout. Et la pauvre qui est en face, elle fait un exercice de yoga, j'imagine. De yoga de la femme en plus, oui. Voilà. Alors réservé Laurent aux femmes. Firode, en fait, quoi, c'est une espèce de... Ce monde d'après, vous avez pris des scènes de tout ce qui se passe aujourd'hui, des dilections, des folies, des quoi? C'est quoi? Voilà, de racontez-nous. tout ce qui représente ce monde d'après. Donc, on va parler du transhumanisme, des transgenres, de la folie du covidisme. Enfin, on va traiter de tous les sujets qui sont d'actualité, qui ont bouleversé ce monde aujourd'hui et qui sont toujours en plus montrés de manière totalement, je dirais, par les médias mainstream comme des choses absolument normales, rationnelles. On ne se pose pas de questions. Donc, c'est une femme, un pénis, tout va bien. Oui, Suivant, il se passe quoi. Donc, voilà. Donc, je voulais faire un film témoignage pour dire c'est quoi ce monde d'après. Et en fait, un témoignage, bien sûr, avec une certaine ironie, une satire. C'est un film satirique. Sous forme de sketch. Toutes des scènes où, en fait, vous vous moquez gentiment, mais fermement, Voilà. de toutes ces dérives. Enfin, C'est ça, voilà. C'est pour mais ça dans tous les domaines, quoi, pratiquement. Dans tous les domaines. C'est pour ça qu'on m'a traité bien sûr, de réactionnaire, on m'a traité de tous les noms dans Télérama, etc. Bien entendu, j'ai pris ça comme des Mais vous médailles. faire traîner de tous les noms dans Télérama, c'est un honneur. J'étais très content. d'honneur, ça, quand même. Absolument, hein, c'est j'étais déjà très, pas très, mal. très content parce que l'inverse m'aurait vraiment foutu les boules. Quoi. Ça, c'est clair. Alors justement, Laurent Firode, avant d'avancer, on va regarder, Tatiana, le deuxième extrait du Monde après. Vous allez voir, il est pas mal non plus. Ce sont des scènes... voilà, regardez. Moi, quand je prends le métro, je mets toujours mon masque pour protéger les plus fragiles. Hein. Mais je mets pas n'importe quel masque. Ah bon? Je mets un masque bleu et jaune. Jaune et bleu. Et alors? L'Ukraine. Je peux te dire que les fachos, ils ont les boules. Hein.
Et sur ma photo de profil Facebook. Tu l'as vu? Ouais. Quand je pose là pour ma 4e dose, enfin la 2e dose de rappel, j'ai mon masque ukrainien et mon t-shirt de Zelensky. Ah bah oui. Et tous les complotistes anti-vax russophiles, ils sont bien dégoûtés. Là. Tu vois, c'est ça, résister au quotidien. En fait, t'es une sorte de Jean Moulin. Ouais. Un petit Jean Moulin, quoi. C'est formidable. Ah là là. Ça, en fait, c'est tous les travers, toutes les histoires, toutes les pauses, toutes les psychoses. Qu'on a tous vu, hein, je crois, autour de nous, on a tous vu des personnages comme ça, et c'est vrai que on le voit dans notre vie, mais on ne le voit pas au cinéma. C'est ça qui m'a en fait troublé en réalité. C'est-à-dire que dans le cinéma français aujourd'hui, je trouve que c'est quasiment impossible d'avoir des sujets vraiment d'actualité. On remarque que les films sont toujours tournés vers un monde un peu utopique, comme ça. On va faire Plancha, on va faire des films comme ça qui sont ce qu'on appelle les feel-good movies. En fait, ce ne sont pas vraiment des feel-good movies. Enfin, pour moi, c'est plutôt des feel-bad movies. Ce sont des films pour enfumer les gens, pour dire ne regardez surtout pas le réel. Moi, je voulais faire un film qui montre le réel de manière satirique, un peu à la manière d'Inorizi dans Les Monstres. Voilà. Affreux, sale et méchant. Affreux, sale et méchant, voilà. Tout ça, il y avait une vraie tradition du cinéma italien qui était un cinéma social, drôle et populaire. Et ce cinéma-là a disparu. Mais alors, comment vous expliquez que justement, parce que c'est vrai, en France, il y a les clichés, les bons, les méchants, etc. Et on est dans le sens du vent et on adopte... Mais comment vous expliquez, alors, vous Laurent Fayon, vous êtes cinéaste, d'abord, vous avez eu de la difficulté ou pas à faire ce film, honnêtement? Alors, j'ai eu aucune difficulté parce que je n'ai cherché aucune subvention. Donc ça m'a beaucoup aidé. Vous avez fait un film sans subvention? Sans rien du tout. Mais vous êtes une espèce d'anomalie institutionnelle. Ah bah d'ailleurs, ça m'a été reproché. Moi, je me souviens d'avoir lu une critique où le journaliste s'étonnait, était même choqué en disant « Comment ce mec-là, on ne lui donne aucune subvention et il ose faire son film ?» C'est-à-dire que pour lui, c'était aberrant que quelqu'un, un cinéaste sans subvention, puisse se permettre de faire un film. On est dans un monde de fous, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment complètement digéré le fait que le cinéma doit être subventionné, doit être aidé par l'État. Donc, c'est-à-dire, bien sûr, on prend les Sofica, les Soficam, les télévisions, évidemment, les radios, et on laisse toujours au producteur 1 million d'euros, même s'il n'y a pas un spectateur. Bien entendu. C'est ça. Au moins. Au moins, hein, parce moins. que j'ai d'autres histoires où les montants sont beaucoup plus hauts. Ah oui, ils sont beaucoup mais plus. bon, après, voilà. Alors, donc, vous faites ce film et vous racontez... Alors, comment ça a été accueilli? Ça a été accueilli, alors d'abord, je le fais tout seul dans mon coin, entouré d'amis, de comédiens à qui je donne les scènes, etc. Avec un budget, j'imagine, très réduit, enfin. On ne peut pas être plus en dessous. Ouais. Donc c'est même plus réduit, là, le budget, je pense qu'on ne peut même plus parler de budget. Hein, on est dans le... bénévole. Voilà, c'est ça. On peut vous demander, si c'est pas indiscret, combien? Non, alors, donc j'ai fait 2 films, hein, donc il y a Le Monde d'après 1 et après, comme vu le succès. Ah oui, mais c'est vrai, voilà, ça marche très j'ai bien. fait Le Monde d'après 2. Le premier m'a coûté 500 €. 500 €. Oui. Arrêtez. C'est 500 €. Oui. Bravo. Voilà. Et le deuxième, Et le il second a dû me coûter, je sais pas, comme il y avait plus de comédiens, ça a dû me coûter 600 €, je pense. Merci, voilà. Bon, j'ai eu Vous la avez chance. compris, hein, tous. Vous savez ce qu'il vous... Voilà. Vous voulez faire les films, hein, les gens qui sont au bar d'Omerta avec nous. Et voilà, vous voyez. Et alors, vous avez fait, donc vous avez... Donc je fais avec des comédiens, avec des comédiens, des gens, des amis, donc voilà, ils font ça par amitié, ils sont bénévoles, les textes, ils les trouvent amusants. Voilà, c'est vous qui avez écrit les textes, tout ça? J'ai tout fait. Vous avez tout fait, ouais. Voilà. J'ai écrit, j'ai réalisé, j'ai fait le casting, j'ai tourné, j'ai monté, enfin, c'est vraiment un film artisanal, je dirais. Donc c'est pour ça que ça m'a coûté vraiment aussi très 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 peu cher. J'ai principalement tourné chez moi d'ailleurs, aussi en plus. Donc voilà, donc c'est vraiment un film vraiment artisanal, réellement. Et après, donc le film, quand je l'ai terminé, Le Monde d'après 1, c'était en janvier 2022. Après, moi, je suis parti à la recherche d'une salle de cinéma, parce que je voulais vraiment
que le film soit projeté en salle. Je ne voulais pas seulement le projeter sur Internet. Ouais. Je voulais que les gens se retrouvent dans une salle parce que, voilà, j'étais quasiment certain, et d'ailleurs, l'avenir m'a donné raison, c'est-à-dire que c'est un film qui suscite les débats. Donc, j'ai trouvé enfin une salle, c'était à Paris, au Saint-André-des-Arts, en octobre dernier. Donc, il y a quand même Vous avez pas mal de trouvé temps. une salle. Une salle. J'en ai pas cherché d'autres en même temps. Mais en même temps, En fait, vous avez eu presque autant de subventions que le film de BHL sur l'Ukraine. Alors, avec les subventions de BHL, j'aurais pu tourner au moins 200 films, je pense. Voilà. Enfin, je crois que j'ai vu les chiffres de BHL, je crois qu'il arrive à 1092 entrées, en final. Oui, sur toute la France. Sur toute la France, voilà. Ce qui est un succès remarquable. Ça fait 4 000 euros par spectateur, ce qui est... Voilà, bon, après, voilà, donc... Et alors, donc, vous faites ce film, alors, comment... Alors, il s'est sorti quand? Alors, il est sorti le 26 octobre dernier. D'accord. Donc, ça remonte à 6 mois. Et en fait, c'était une case vraiment spéciale. On m'a dit, bon, voilà, ça sera à 13h, on te met ici, on essaye. À 13h, oui. Et un jour par semaine non, chaque jour, à 13h. Chaque jour à 13h. Mais j'avais droit qu'à 15 séances. D'accord. Et en fait, grâce au bouche à oreille, le film, c'était salle pleine. Salle pleine. Ensuite, donc, le Saint-André-des-Arts ne pouvait pas, d'un point de vue contractuel, me reprendre. Et c'est à l'espace Saint-Michel, qui est juste à côté, donc qui se trouve à la place Saint-Michel. Oui, c'est ça. Oui. Et en fait, il a repris le film, qui se joue encore maintenant. D'accord. Donc, depuis le 26 octobre. À quelle heure et quand? Donc, il y a donc 2 films. Il y a Le Monde d'après 1, qui se joue le vendredi et le lundi à 18h30. D'accord. Et Le Monde d'après 2, dont sont extraits les extraits là, qui se joue donc le mercredi, samedi et dimanche, toujours à 18h30. Et c'est suivi d'un débat avec moi. Ah ouais. Je suis là, je suis pour accueillir le public. Et ça marche bien, enfin les gens viennent, les gens viennent, et ce qui est formidable, c'est que ça marche vraiment par bouche à oreille. Les gens viennent avec des amis, les gens reviennent souvent. Ouais. J'ai vu des fans qui ont vu 5 fois, 6 fois le film. Moi, ça me fait super plaisir. Et surtout, ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient plus revenir au cinéma depuis le Covid. Hein. Depuis le Covid? Ah bah oui, parce qu'on leur a dit... c'est interdit, n'y retournez pas, et ils étaient restés quand même dans cette souffrance. Et en fait, grâce à mon film, enfin mes films, ils y sont retournés, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes qui parlent de ça de manière un peu, je dirais, un peu poil à gratter, quoi. Voilà. Je voudrais dire d'ailleurs, je voudrais dire à Vincent, qui fait la réalisation, que s'il peut, je lui avais demandé je pensais qu'on n'aurait pas le temps, s'il peut remettre la 3e séquence du Monde d'après, qui est quand même assez formidable, même on le verra un peu plus tard, ce serait bien qu'il la remette, voilà. Si c'est possible, que me dise Vincent, on était la 3e séquence du Monde d'après. Mais je voulais savoir, par rapport à ça, juste, vous avez choisi, enfin, vous vous êtes dit, on va s'attaquer à tout, par exemple, ça c'est vrai, c'est formidable, Jean Moulin, quoi, c'est vrai. Enfin, un peu Jean Moulin avant, mais bon, voilà. Et il est là, il fait de la résistance. Ah bah oui. Il vote Macron et il résiste, hein, voilà. Donc, bien sûr, bien entendu. C'est la lutte finale. C'est ça, voilà. Maintenant, Ah oui, il faut savoir prendre des risques. Voilà. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas iranien? Non, mais je veux vous dire quelque chose, c'est que sa démarche me fait penser à ce que font les jeunes tous les jours en Iran. C'est-à-dire, alors évidemment, dans des conditions dramatiques. Comparaison n'est pas raison. Néanmoins, la démarche et la résistance, il y a des films en ce moment qui se font en Iran, c'est pour ça que je vous ai dit. Oui, avec rien. Avec rien. Et des merveilles. Des merveilles. Mais oui, comme vous dites, la nécessité. Mais alors, il y a 2 choses que je voulais dire, et après je te laisse la parole, c'est que la subtilité se perd en ce moment dans le monde entier. Je veux dire, on est contre la subtilité dans le monde entier. Ce n'est pas que la France. Moi, André me disait, en France, on n'aime pas. Hélas, c'est dans le monde entier. Bien sûr. Donc, effectivement, moi, en tant que femme, je n'ose pas, et en tant que femme iranienne et née dans une culture on t'a musulmane... pas demandé d'accumuler tous les défauts. Non, absolument. Je n'ose plus dire aux féministes, à certaines féministes, dites-nous, en disant, vous dites, pardonnez-moi,
nous sommes battus pour gagner la liberté de nos corps, et vous êtes en train de nous... Qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter? On ne peut pas. Avec toute cette histoire de woke et compagnie, je sais. Et j'en passe. Mais... Et rendons hommage aux Iraniennes. Elles risquent leur vie. Elles risquent leur vie quand elles enlèvent... C'est pour ça, c'est pour ça justement. Le féminisme, il faut aller le chercher là-bas. Pas dans les âneries que j'entends parfois. Je n'aimerais pas... Vous avez une réflexion de chanteur Jevan, iranienne, Pardon? qui parlait... Charlotte Javan. Oui, qui parlait des féministes françaises qui soutenaient du bout des lèvres la révolte des Iraniennes et qui cautionnaient le voilement des femmes en France, en disant c'est leur liberté. Et elle disait, vous êtes des bouffonnes. Bien sûr. Moi, je ne parle pas exactement de la même chose, mais parce que en Iran, là, je veux mettre les pendules à l'heure. Les Iraniennes ne se battent pas contre le voile. Si. Les Iraniennes se battent pour la liberté le voile, de porter ou de ne pas le Le porter. voile est un symbole, quand même. C'est le symbole. Mais c'est pour dire que ne là-dessus, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est clair que le voilement, c'est la suppression du visage. Non, en Iran, on ne se cache pas le visage. Mais moi, je suis contre le voile, mais néanmoins, c'est pas le propos. Mais les Iraniennes elles-mêmes l'ont dit. On enlève le voile est un symbole d'oppression. Alors justement, juste un mot avant de rentrer dans le voile, symbole d'oppression ou pas. Non mais attendez, vous n'allez pas commencer à une querelle sémantique sur le voile. Il y a quand même des gens, c'est vrai, qui se font, quand elles se mettent tête nue, elles se font tabasser. Ça c'est vrai. Je veux dire, en Iran, on l'a vu. Bon, c'est autre chose. On va pas reparler. Mais je voudrais juste vous montrer, justement, à propos du voile, un troisième extrait du Monde d'après. Vous allez voir, il n'est pas piqué des hannetons non plus, et il va nous valoir combien? 2 fatwas ou 3 fatwas à peu près. On verra après. Non, parce que justement, nos amis musulmans sont aussi ouverts. Il ne faut pas en plus ni chosifier, ni jamais généraliser. Oui, bien sûr. Écoutez. Absolument. Absolument, Tatiana. Regardez. Servez-vous, Nour. Maman, c'est... halal? Je sais pas. Non, mais je peux aller regarder sur l'emballage si tu veux. Non, vraiment, y a pas de souci. On s'en doutait un peu. On a rapporté ce qu'il fallait. Hop. Voilà. Tenez, Nour. Ah non, maman, t'es impure. J'ai ce qu'il faut, juste ici. Voilà. Tiens. Bon bon appétit. Je te sers? Toufik. Ah oui, je m'appelle Toufik maintenant. Quand on embrasse l'islam, on se doit de changer nos noms et du coup maintenant, je suis Toufik. Mais vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés à la fac de sociaux. Et en fait, on a commencé à discuter, on a eu un petit coup de cœur l'un pour l'autre, et puis là, en fait, j'ai appris qu'elle était en master et qu'elle faisait un super sujet de thèse, les Juifs et le réchauffement climatique. D'accord. Oh my God. Eh ben, dis donc. Oui. C'est pas un peu caricatural, quand même, Laurent? Alors, non, parce que, bon, je ne veux pas spoiler, mais en fait, tout ça est une mise en scène, bien sûr, des personnages. Bien sûr. Pour ça, donc, bien entendu. Ceci dit, en Iran, de toute façon, récemment, ils ont encore dit que c'est à cause de, je sais pas, de l'oppression des Palestiniens, qu'il n'y a pas de... Donc, mais ça, c'est c'est les mollahs, c'est pas les musulmans, c'est pas effectivement, mais non, il y a bien encore. Je suis même certain qu'il y a des maîtrises, enfin des mémoires sur le réchauffement et les Juifs. J'en suis certain. Il faut fouiller. Mais voilà. Donc après, caricature. Mais est-ce que le réel ne se caricature pas lui-même? Donc voilà, c'est ça le truc après. Et comment c'est accueilli alors juste Alors, c'est accueilli. Bon. Alors, c'est très franchement, vous avez eu des manifestations. Non. Enfin, pas de manifestation, je veux dire, quand je dis manifestation, sentiment, plutôt, ah oui, on rigole, bien, ou... Oui, d'habitude, oui, franchement, c'est très très bien accueilli. Après, je sais que, comme le film également tourne en province, la fois dernière, j'étais dans une ville où la personne qui organisait la projection avait reçu
une lettre d'une association féministe et écolo qui disait « Attention, c'est un film d'extrême droite, il ne faut pas le diffuser, etc. » Et ils avaient fait même pression sur la salle de cinéma pour ne pas montrer le film. D'accord. Donc ça existe, hein. Voilà, c'est redoutable. Oui, il est projeté en dehors de Paris aussi. Absolument, tout à fait. Donc voilà. Donc après, pour connaître vraiment les salles, parce qu'à chaque fois, ce sont des séances, je dirais, un peu exceptionnelles. Ouais. Il faut aller sur Allociné, qui recense les salles. Allociné, on pourrait aller, oui. Je dis ça pour nos amis. Et bien sûr, bien sûr, après, les gens qui ne peuvent pas être, qui ne sont pas sur Paris, les films sont également en VOD sur une plateforme qui s'appelle Utréon. Utréon. En VOD, oui. En VOD. Voilà. Vidéo on demand. Vidéo on demand, absolument. D'accord. Comme Canal+, etc. Non, mais c'est intéressant de voir. Non, mais moi, alors écoutez, moi, quelque chose qui me laisse quand même assez pantois. Laurent Firode donne un exemple. On peut faire un film avec 500 € et 600 €. Combien chacun? 1h30 le film? Le premier fait 1h01. Hein. C'est vrai que j'étais pressé de le montrer, mais le deuxième fait 1h35. Donc c'est pour ça que j'ai eu un petit dépassement de budget de 600 €. Je trouve ça mais lamentable, franchement. Oui, je sais. Vous gaspillez. J'en suis pas fier. Vous gaspillez. Parce que dans les discussions, il y a des gens qui vous critiquent comme là, André, en disant est-ce que c'est caricatural et est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que ça suscite, comme vous dites, des discussions dans les deux sens? Alors, dans les deux sens, oui. Après, le film, il y a une grosse dérision dessus qui est interne au film également. Donc, en fait, je me protège toujours de ça. Je dirais, les films sont toujours montrés d'une manière où je suis un peu inattaquable, en réalité. Parce qu'à chaque fois que je parais critiquer tel aspect de notre modernité, en fait, au final, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment une vraie critique frontale. C'est une satire, quoi. Je ne cherche vraiment jamais à faire un procès. Jamais. Donc, je montre... J'en ris, et on sent, à moins de faire vraiment preuve d'une mauvaise foi absolue, hein, ce que j'ai eu bien sûr, des gens qui étaient déjà venus dans la salle de cinéma pour dire « on a vu que vous êtes défendu par des médias d'extrême droite, par exemple Causeur, un truc comme ça, bref, voilà, donc après ils étaient là pour attaquer réellement sans avoir vu le film, déjà auparavant. Mais quand ils ont vu le film, ce qui est amusant, c'est qu'ils m'attaquent. Moi, je réponds même pas, c'est le public qui prend ma défense. Donc, je reste dans les débats. Je parle pas tellement mais je parle des thèmes. Est-ce que, par exemple, là, moi, je vous aurais dit, je vous l'ai dit, en Iran, il y a les mollakis. Néanmoins, est-ce que vous n'avez pas peur que ça stigmatise tous les musulmans Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on vous... alors, en effet, par rapport aux scènes qui évoquent l'islam, il y en a deux. À chaque fois, les gens qui m'ont traité d'islamophobe, je leur ai toujours demandé, mais vous êtes musulman vous-même? Toujours, c'était non. Ça, c'était systématique. Ça, c'est très intéressant. Les musulmans qui sont venus voir le film m'ont toujours dit... oui, parce que moi, je comprends très bien qui vous visez. Bien sûr, évidemment. Voilà, donc après, c'est toujours pareil. C'est très intéressant. Ça, c'est vraiment amusant. C'était systématique. Oui. Alors maintenant, vous allez voir une autre vidéo qui n'a strictement rien à voir avec la satire de Laurent Firode, dont, reconnaissons tout à fait, c'est un dangereux trublion. Vraiment. Non, je veux dire, dangereux trublion, moi je veux dire des films à 500 €. Moi je connais actuellement 10 producteurs qui sont en train d'attraper une espèce de crise cardiaque. Comment il donne cet exemple, ce mauvais exemple? Il ne va pas chercher les subventions, il ne va pas demander à Arte, il ne va pas demander au service public, 300 000 €, c'est incroyable. Enfin, franchement, c'est scandaleux. Mais vous gâchez la profession. Je veux dire, on a besoin, je veux dire, donnez-moi, comme disait Enrico Macias. Mais Dieu vous le rendra. En fait, mon manque d'argent, c'est mon luxe à moi. Voilà. J'ai le luxe de ne pas avoir d'argent. Alors, on va regarder une très jolie vidéo. C'est autre chose. Et on va en parler tout de suite après. Tatiana. Où est Tatiana? Non, elle n'est pas là, Tatiana. Alors, comme elle n'est pas là... Alors, on va montrer cette vidéo, Tatiana. Et puis, voilà, on va en parler après. Oui. Laquelle est celle du chant d'un chanteur. Voilà. C'est la première. Celle de... Je ne vais pas prononcer son nom. Il est là. D'accord?
Ça porte malheur. Non, absolument. Vous avez 2 vidéos, celle de frère Benjamin. Voilà. Non, c'est pas grave. Toi, tu prends soin chaque jour de parler à nos cœurs de ton amour. Toi, tu écoutes nos rêves, nos souffrances, nos silences. C'est toi qui donnes un sens à nos vies. Chaque jour qui se lève, chaque nuit qui s'achève. Je n'ai rien fait pour mériter que tu sacrifies tout pour nous. Et je ne fais qu'accepter que tu nous donnes tout. Toi, tu reviens chaque jour. Pardonner, pardonner sans retour. Toi, au milieu du chemin, tu nous tends toujours la main. C'est toi qui donnes un sens à nos vies. Chaque jour qui se lève, chaque nuit qui s'achève. Je n'ai rien fait pour mériter que tu sacrifies tout pour nous. Et je ne fais qu'accepter que tu nous donnes tout. Merci, merci. Tu t'es donné, je suis sauvé. Merci, oh merci. Tu t'es donné, je suis sauvé. C'est toi qui donnes un sens à nos vies. Chaque jour qui se lève, chaque nuit qui s'achève. Je n'ai rien fait pour mériter que tu sacrifies tout pour nous. Et je ne fais qu'accepter que tu nous donnes tout. Tu nous donnes, tu nous donnes, tu nous donnes tout. Que tu nous donnes, que tu nous donnes, que tu nous donnes tout. Bravo. Vous n'avez pas vu depuis longtemps. Bien. Alors, l'échelle de Jacob, oui, bien sûr. Alors, frère Benjamin, d'abord, c'est intéressant. Vous êtes chanteur, vous êtes musicien, mais vous êtes surtout prêtre, éducateur. Et vous avez écrit ce livre, Tu as lu Prix aux yeux de Dieu aux éditions Artege. Au fond, on a envie de vous dire, la vocation première, c'est quoi? C'est, en fait, disons, cette vocation, elle vous est venue très, très, très tôt, la vocation religieuse. Je demande toujours ça, parce que savoir comment on passe, voilà, au service de Dieu, je dirais. Au service de, oui, ben, c'est ce que je raconte dans le livre. Donc, parce que je ne suis pas issu d'une famille chrétienne. Hein, en tout cas, on était baptisés un peu comme beaucoup dans nos campagnes, quoi, mais pas plus branchés. Une famille lambda de Gaulois. Mais campagnards? Pas non pratiquants, ouais, Gaulois de la campagne. réfractaires? Ouais, non, est-ce que les Gaulois sont vraiment réfractaires? L'actualité nous montre que non. Mais en tout cas, dans le Var, voilà, si, il y a les crèches, c'est important en Provence, mais bon, voilà, sans plus. Ouais. Et puis ma mère tombe un jour sur un livre qui parle d'un endroit où la Sainte Vierge, soi-disant, apparaît, en Bosnie-Herzégovine, donc à Medjugorje.
Ma mère est prof de français, documentaliste. Elle aime bien marcher dans la campagne. Elle se retrouve du côté de Cotignac. Elle tombe sur cette librairie religieuse où il y a un livre. Elle aime bien le bleu, couverture bleue. Hop, tiens, Parole du ciel. Et ce livre qui parle de cet endroit. Et ça l'interpelle fortement. Elle se dit, ben ça alors, si c'est vrai tout ça, il faut aller là-bas, quoi. Voilà. Et donc ça lui a donné l'envie de... Ouais. D'accord. Elle a fait des recherches, elle s'est renseignée, on pouvait aller là-bas un peu sans... c'était quand même un peu fou, hein. C'était en 92, donc il y a la guerre de Yougoslavie. Bon, il y a une mère seule avec ses 2 enfants, alors donc le frère... parce qu'elle vous amène avec... Ouais, voilà, elle nous propose, nous embarque, on était... Alors moi, je suis une famille moderne, on décomposait, recomposait, demi-frère, demi-sœur à droite, à gauche. Donc là, nous étions 2 frères et moi. L'aîné était très brillant en médecine et il estimait incompatible à la foi et la science. Et celui de 16 ans et moi-même, nous voilà... On se dit, bah oui, très bien, voilà. Et donc, nous avons traversé donc, l'Italie, la Slovénie, la Croatie pour nous retrouver en Bosnie, dans une certaine zone un peu d'ailleurs ravagée par la guerre. Et puis là-bas, mon frère avait déjà fait un cheminement auprès de la communauté des Manuels à Paray-le-Monial, de son côté, étonnamment. Et puis, nous deux, ma mère et moi... Donc, vous vous retrouvez là-bas. Voilà. On s'est retrouvés là-bas, à Noël, 92. Alors, rien de... J'ai pas fait une extase. Vous n'avez pas eu Claudel à Notre-Dame. Non, rien de... C'était la conversion foudroyante. C'est peut-être encore plus étonnant. C'est que n'ayant rien ressenti de plus que ça, par contre, une évidence, plutôt des écailles qui tombent des yeux, une évidence qu'en fait, un peu comme ces gens qui montent à l'échelle et qui redescendent et qui voient les choses différemment, voilà, sans pour autant avoir expérimenté des sensations. Non, bien sûr. Mais vous êtes revenu avec la foi. Mais complètement. Mais vraiment, ça a implosé et c'était comme sûr... une évidence, quoi, comme quelque chose de... Et la vie était tracée. C'est-à-dire, c'est sûr que toute ma vie, ça sera ça. Ça sera être prêtre, d'ailleurs. Tout de suite, j'ai voulu devenir prêtre. Alors ça, c'est une erreur de gosse, quoi. Hein. Ou pas. Non, mais dans le sens que c'est l'idéal de l'enfant qui se pose pas trop de questions. Après, je me suis posé des questions. Vous avez quel âge exactement? J'avais 9 ans, j'avais 9 ans. 9 ans, ouais. Donc, vouloir être prêtre à 9 ans, ça va. Après l'adolescence, le coup de pas se marier. Puis, j'ai fait des études de psycho. Alors, en psycho, il doit y avoir 800 filles pour 50 garçons en première année. Donc, il y a plein de choses qui repositionnent, requestionnent le choix. Mais en fait, je me rends compte que la graine, presque brutale reçue à 9 ans, en fait, elle a toujours poussé. Ça a été quand même ça, le coup de... Enfin, l'ensemencement. Ah oui, vraiment. C'est grâce à la Vierge Marie. Oui, non, mais c'est... Et donc après, vous avez continué cette... Et après, en rentrant de Medjugorje, on allait à la messe tous les jours. On faisait le chapelet tous les jours. Le chapelet, c'est quand même 20-30 minutes. C'est 50 Je vous salue Marie, quoi, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et je suis allé dans un internat où on pouvait vivre sa foi à fond. On avait une messe tous les jours, 1 heure d'adoration tous les jours. J'ai baigné dans la prière. Mais ça ne m'a pas empêché, on en parlait en off avant le tournage, d'être traversé par une grande période de doute de 18 ans à 26 ans. Une véritable nuit d'essence, déjà. Déjà, j'ai expliqué que je n'avais pas forcément vécu une conversion sensationnelle. Mais par contre, j'ai vu plein de choses extraordinaires. J'ai vu des miracles, j'ai assisté à des exorcismes, j'ai vu de mes yeux ou senti plein de choses. Mais vers 18 ans, je commençais à plus rien ressentir dans la prière. Je sec, mais vraiment sec, et je le suis toujours d'ailleurs, si ça peut rassurer. On peut être prêtre et avoir une espèce de nuit d'essence. Mais ce qui était plus embêtant que la nuit d'essence, c'était la nuit de la foi, qui m'a vraiment... Vous avez eu des doutes? Ah oui, voilà. Doutes, vers 18 ans, là, à peu près, tout y passait. C'est-à-dire, j'étais obligé de tout remettre en cause, l'Eucharistie, la Vierge Marie, l'Église, n'en parlons pas, etc. Ouais. À la rigueur, Dieu, non. Ça me paraissait quand même beaucoup plus logique que Dieu existe. Ça, c'est fastoche. C'est quand même ça me semble assez naturel d'imaginer qu'il y ait une intelligence organisatrice. Ça me paraît pas être de l'ordre d'une foi grand horloger.
Voilà, au moins ça. Mais le reste, Mais très dur. Les miracles, quels miracles vous avez vus? Vous avez dit vous avez vu des miracles? Des miracles physiques, des miracles de changement, de changements forts psychologiques. Je trouve que c'est des beaux miracles, ça aussi. En vous ou chez les autres, ouais. Ah des témoignages, des rencontres, des dossiers étudiés, et puis des phénomènes. Mais ce sentiment de doute n'a pas duré, donc, si je comprends bien. De 18 ans à 26 ans, donc j'ai l'impression que ça a duré. Puis il s'est résolu à un moment donné, grâce, je dirais. Et qu'est-ce qui a fait, que vous avez dit, je ne veux plus, je n'ai plus à douter. Je suis rentré au séminaire, parce que donc après, je disais, j'ai fait des études de psycho, et ensuite je me suis dit, bon allez, je rentre quand même au séminaire, même si j'étais dans la nuit de la foi, ce qui peut paraître un peu fou. Mais il y avait une espèce d'intuition intérieure que quand même, c'était prêtre, voilà. Et je me disais, de toute façon, on ne devient pas prêtre du jour au lendemain, on fait plein d'études. Pour ceux qui ne savent pas, on fait quand même 2-3 ans de philosophie, 3-4 ans de théologie. Donc je me suis dit, il y a le temps de voir. Donc je rentre au séminaire. Et je passe les détails, mais pendant le séminaire, j'ai découvert la communauté des Salésiens de Don Bosco. Donc j'ai quitté le séminaire pour rentrer dans la congrégation des Salésiens de Don Bosco. Et donc c'est au noviciat, c'est-à-dire c'est dans les premières étapes que j'étais encore dans cette nuit. Et de fil en aiguille, j'ai eu des échanges très riches avec le maître de novices, tel est le nom traditionnel, qui d'ailleurs est l'actuel provincial, c'est-à-dire le responsable au niveau France-Belgique de notre congrégation, voilà, qui est lui aussi multicasquette puisqu'il est clown. Voilà. Donc j'ai eu un maître des novices clown, donc c'était quand même chouette. Moi qui avait un côté clownesque aussi parfois. Là, je suis sage, mais voilà. Vous n'avez pas amené votre nez rouge? Pas besoin. Frère Benjamin. Vert de rouge peut-être, mais pas. Donc le maître des novices lors de notre entretien me dit mais tu n'as rien à exiger de Dieu. Et cette phrase me turlupine. Tu n'as rien à exiger des dieux. Vous allez voir que c'est très intéressant. Ah oui, lui vous dit ça. Comme ça, ouais. Et on pourrait trouver ça un peu agressif. Je n'ai pas mis les formes, mais c'était pas agressif. C'était vraiment une parole de sagesse un peu par rapport à certainement ce que je venais de dire. Tu n'as rien à exiger de Dieu. Ça m'a percuté parce que vous savez, il y a beaucoup de phrases dans notre vie qui nous dérangent et auxquelles on résiste. C'est celles-là qui vont le plus nous bouger. C'est celles-là on résiste. On dit mais non, j'exige rien de Dieu. Oh, ben non. Voilà. Et puis après, ça fait son bonhomme de chemin dans la prière, dans l'intériorité. Et j'ai fini par me dire, mais en fait, je crois qu'il a raison. Je crois qu'en fait, j'ai un obstacle à la fois, c'est que j'ai encore une vision infantile ou infantilisante de Dieu. Comme Dieu qui en fait, celui qui régit tout, à qui j'ai des comptes à rendre. Et puis alors moi, je lui rends des comptes, je fais des efforts. Et lui ne m'exauce pas. Comment je crois en lui, je le suis et il fait rien pour moi. Voilà. C'est un peu ça, quoi. On a des logiques comme ça, en fait, qui sont pas beaucoup plus évoluées que celles de notre rapport au Père Noël, quand on est tout petit. C'est-à-dire une forme de pensée magique, comme on dit en psychologie. Et c'est ça qui m'a fait percuter en disant ça, tu n'as rien à exiger de Dieu. À ce moment-là, j'ai commencé à me remettre en question et à me rendre compte, effectivement, même mes demandes, par exemple les prières. Déjà, les uns vers les autres, quand on se demande des choses, on voit que parfois, nos demandes ne sont pas toujours des demandes, mais des exigences, quoi. On demande avec toutes les formes de la politesse, comme on sait faire, mais n'empêche que si l'autre ne nous satisfait pas, on va quand même lui en vouloir, ou que sais-je. Ça veut dire que notre demande, elle n'était pas si libre que ça, elle était un peu exigence vis-à-vis d'autrui. Avec Dieu, c'est un peu ça, quoi. Et Dieu, c'est un peu la machine vers qui on va, le distributeur des choses qu'on a envie, et on peut avoir un rapport à Dieu très consumériste. Voilà. Et en fait, ça m'a libéré de ce rapport à Dieu consumériste. On vient à Dieu pour lui pomper quelque chose. Et à partir de là, la foi a pu revenir, c'est marrant. Hein. Et là, plus, elle vous a jamais quitté. Ouais. Là, Fariba, je crois que vous vouliez poser ou c'est très. Il y a comme j'allais dire comme vous le savez, non, vous le savez pas. Salmon le Perse a été celui qui a permis, ça c'est historique, la conquête, une des conquêtes les plus importantes, je ne vais pas rentrer dans les détails, de Mahomet, parce que c'est la guerre de Khandaq, c'est la guerre des tranchées, parce qu'il a fait des tranchées autour de
des tranchées C'était un de stratège, l'armée sassanide. D'accord. Et Salmon avait fui, d'après la légende, et fond de vérité, avait fui quand les zoroastriens sont devenus vraiment des ayatollahs. C'est-à-dire la pureté, il venait, il y avait des milices, et il a fui, et il avait entendu parler d'un prophète qui disait « on n'a pas besoin d'intermédiaires, on n'a pas besoin de clergé ». Mahomet a toujours dit, tous les grands d'ailleurs. Dialogue direct avec Dieu. Exactement. Et donc, quand il est au désespoir après la conquête de la Perse par Omar, où on apporte des têtes et surtout le massacre des bibliothèques où Salmon avait, d'après la légende, étudié, etc. Il tombe dans les bras d'Ali en disant « tout ça pour ça ?» Est-ce que je suis... J'ai même des frissons, hein, ce qu'il dit. Est-ce que j'ai fui tout ça pour retrouver la même chose, pour retrouver... Alors, où est le prophète que... Et Ali lui répond, il ne s'agit pas du messager, il s'agit du message. Quand tu comprendras ça, tu n'auras plus besoin... Le messager est venu pour donner le message. Tu es direct toi avec... le message, regarde le message. Regarde le message et tu es direct avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui... Toute la gnostique de l'islam chiite est sur le fait que... C'est sur le message. C'est sur le message et que l'apparence n'a pas d'importance, c'est l'intérieur. Et effectivement, l'intérieur, la foi... Et Ali lui dit, la foi, c'est quelque chose qui est en toi, tu la ressens pas. Personne ne peut ni te la donner, ni te l'enlever. Est-ce que, frère Benjamin, est-ce que vous sentez en résonance avec... Ouais, c'est beau, c'est intéressant. En résonance, ou en tout cas, ça me donne envie de compléter en disant que on voit bien que... D'abord, toute idée, qu'elle soit religieuse ou politique ou de je ne sais quoi d'autre, c'est quand elle est fixiste et qu'elle devient autoritarisme et puis incompatibilité avec d'autres façons de penser, qu'elle devient rigide. Mais ce que je m'aperçois, c'est que la naissance de la rigidité, c'est vraiment dans la psychologie des uns et des autres, quoi. Enfin, moi, finalement, ce rapport à Dieu, il naissait vraiment de ma propre rigidité, finalement. Enfin, là, il y a une libération qui s'opère dans le rapport à Dieu ou aux autres, ou même à je ne sais quelles autres idées. La libération se fait lorsque soi-même, on comprend qu'on n'a pas besoin d'être absolument certain d'une idée pour se sentir exister, pour se sentir d'avoir un peu de consistance, quoi, d'ego. C'est pas mal de s'écarter d'idéologie. Moi, je voudrais justement parler de quelque chose, non pas pour revenir sur Terre. On n'a jamais quitté la Terre, d'ailleurs. C'est ça qu'il faut dire. Même quand on est au ciel, étant parlant du ciel, jamais quitté la terre. Moi, je voudrais me retourner vers Jean-Luc Andiotti, qui est resté. Vous savez, Jean-Luc Andiotti, c'est la déclaration des doigts de l'homme. C'est ça le piano. Le piano, c'est la déclaration des doigts de l'homme. Et Jean-Luc, je voudrais que tu nous joues quelque chose à toi. Qu'est-ce que t'inspire d'ailleurs, justement? Voilà, quelque chose que tu veux entendre. Jean-Luc Andiotti. Bravo. Magnifique. Imaginez, c'est ça qui est... Moi, vous savez pourquoi? Je ne sais pas si vous en pensez, mais je suis sûr que vous avez tous, comme disait Charles,
Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Moi, toute ma vie, je me suis fait une certaine idée des bars. Rappelez-vous, dans ces films cultes, dans ces films extraordinaires, notamment Les Neiges du Kilimandjaro avec Grégory Peck et Ava Gardner, il y a un moment extraordinaire, je dis ça pour regarder le film, comme ça à l'occasion. Il y a Ava Gardner qui est là, la sublime Ava Gardner, la plus belle, et qui prend une cigarette, et Grégory Peck vient lui allumer. Ce moment extraordinaire, ils sont dans un bar, il y a le piano qui joue. Et je trouve ça extraordinaire, et on en parlait. Rappelez-vous Casablanca, quand il va, et qu'est-ce qu'il lui dit? Play it again, Sam. A kiss is still a kiss. As time goes by. Magnifique. As time goes by. Et c'est ça qui est extraordinaire dans les bars. C'est qu'on arrive, je voudrais raconter une histoire, ça personnelle. Un jour, je suis à Bangkok, à l'Oriental Hotel. Alors, il y a l'Oriental qui est tout à fait neuf. Et puis, vous avez l'aile, la première aile, l'aile classique, mythique de l'Oriental, construite en 1888. Et vous allez là-bas, il y a 4 suites. Vous allez au bar. Et au bar, vous avez des bambous comme ça. Et puis, un black magnifique qui joue September Song. Et vous êtes ailleurs. C'est ça la magie aussi, il faut dire, des bars. C'est que vous êtes à un moment donné, vous écoutez une chanson qui vous rappelle peut-être votre enfance, peut-être votre adolescence, n'importe, et quelque chose qui vous transporte ailleurs. Pourquoi on a fait ce bar? Pourquoi ce bar est là? Parce que ce bar représente véritablement cette vie, non pas après la vie, non pas avant la vie, mais qu'on a plusieurs niveaux de vie, plusieurs strates de vie. Et à un moment donné, vous êtes avec des amis, vous êtes avec un amoureux, vous êtes avec seul, vous êtes seul, et puis quelque chose s'échappe, la sonate de Vinteuil, comme disait Marcel Proust, ou d'autres airs. Eh bien voilà, c'est ça qui fait le bar, et c'est pour ça qu'on est très heureux d'être ici. Et Jean-Luc, je pense que nous allons voir Frère Benjamin, parce que je voudrais que Frère Benjamin nous fasse une prière. Et il fait une prière qui a été composée par Paul Faure, le poète Paul Faure, et puis mis en musique par quelqu'un dont on ne peut pas dire qu'il était d'une croyance absolue, d'une ferveur religieuse, mais il a écrit une musique magnifique là-dessus. Frère Benjamin, allez-y. Merci. Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue, Marie. Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée. Je vous salue, Marie. Je vous
salue, Marie. Je vous salue, Marie. Bravo. Bravo. Merci. Vous voyez que même dans un bar, on peut être mystique. Même dans un bar, on peut, voilà, les pôles forts. Vous voyez, c'est ça qui est formidable. Dans un bar. Hein? On peut surtout être mystique dans un bar. On peut être surtout mystique dans un bar. Non mais regardez, c'est on ne fait formidable. mystique que dans un bar. Je veux dire. Vous êtes d'accord, Laurent? Voilà, Laurent Giroud qui a fait vœu de pauvreté. Hein? 500 €. Exactement. D'où le voisinage spiritueux et spirituel. Hein. Absolument, absolument. Et n'oubliez pas ce que disait Pierre Dac. Je préfère le vin d'ici à l'au-delà. Belle formule. Et c'est vrai, non mais c'est formidable parce que au fond, on est là, regardez, avec vos trajectoires, etc. Quand Fariba parle de Ali, de la mystique chiite, etc. Vous savez que j'ai eu non mais c'est formidable parce que il y a ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le monde... Il y a tellement... Quand je parlais des degrés, c'est vrai, des degrés d'évasion, et puis des degrés de mystique, les gens qui sont dans une idéologie, les gens qui sont dans une croyance religieuse, d'autres qui sont dans une passion politique, d'autres qui sont dans une passion amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a cette extraordinaire variété, et on veut chosifier ça. Moi, c'est ça qui me tue. On veut faire de nous des surconsommateurs en disant il n'y a plus de nature. Bah, c'était formidable, ça. J'ai adoré le truc sur le yoni. Touche-toi ton yoni, mais vous avez un pénis comment j'ai connu tellement ça. Tout est vrai, hein. Tout est vrai, hein. Tout est vrai Le yoga du yoni, etc. Tout est vrai. Ah oui, le gars. Oui. Bien sûr, c'est bien entendu, je n'ai rien inventé. Ah oui, absolument. Ouais, formidable. Mais vous savez, c'est pour ça que le sport féminin est en train de disparaître. Parce qu'un homme, il dit, moi je suis une femme, donc il va concourir dans les trucs sportifs, ils écrasent toutes les femmes qui sont là, il dit, mais comment, mais je suis une femme, oui, c'est absolument. Est-ce qu'on a le droit de dire je suis un singe? Ah, mais absolument. Vous avez le droit de dire je suis une chèvre. Non, attention, si vous dites ça, vous êtes transphobe. Ah. Oui, je vous préviens tout de suite, hein, parce que moi je l'ai dit moi-même, donc je me suis on fait peut pas dire taxer. ça, on peut dire quoi? J'ai une grenouille, non? Non, transphobe. On peut pas dire ça. Non, il y a des limites. Mais Laurent, pourquoi vous êtes transphobe? Dans la bienséance. Voilà. Pourquoi il n'a pas le droit d'être une grenouille? Parce que c'est transphobe. Pourquoi vous lui refusez ce droit? Parce que ceux qui ont dicté la loi c'est transphobe. sont des gens qui ont fait la loi pour eux. Absolument. Et les autres sont dans l'erreur. Voilà, tout à fait. Quand ces gens sont... Il n'y a plus d'intelligence, plus de sens commun. On se refuse dans l'imbécilité et on en fait une règle d'or. Et ceux qui ont le bon sens, dont parlait Orwell, common decency, le bon sens paysan. Comment la décence, bien entendu. Eh bien, ces gens-là sont des fous. Seuls les fous ont raison. Oui. Or, pour moi, ce sont des timbrés. Mais les timbrés ont pris le pouvoir parce que la minorité, ils sont une minorité, mais la lâcheté générale fait qu'on les encense puisqu'ils sont offensifs. C'est exactement ça. Un minoritaire qui affirme sa différence, il a raison parce que les gens sont lâches. Voilà. En fait, c'est le résultat d'une immense lâcheté occidentale. Oui, absolument. Mais c'est pas seulement occidental. Rappelez-vous quelque chose que disait Brigitte Gabriel, c'était formidable. Elle rappelle, c'est vrai, moi c'est une phrase qui m'a frappé, elle faisait une conférence. Elle a dit, écoutez, c'est extrêmement simple. En Allemagne, en 1910, il y avait une poignée de nazis. En 1920, rien. En Russie, il y avait une poignée de bolcheviks, rien. En Italie, il y avait une poignée de fascistes, rien. Et bien, 10 ans après, ils prenaient le pouvoir. Sauf qu'ils étaient violents. Oui, non, mais une minorité agissante, violente. Ils sont mis en minorité en 17. Ah, bien sûr. Que fait Lénine, le démocrate? Eh bien, la Douma est évacuée à la mitraillette. Enfin, Lénine était démocrate comme moi, je suis démocrate, oui. Pardon, je ne veux pas vous... Ah non, il était démocrate dans les faits. Voilà. Comme tous les démocrates, ils le déclarent, mais ils ne le pratiquent jamais. Comme dit l'autre, la démocratie, c'est si vous me suivez. Sinon, vous ne savez pas en démocratie. non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, nos petits chefs d'extrême gauche sont dans la mouvance léniniste stalinienne. Tellement. C'est exactement le modèle. Quand je vois, il y a un groupe de jeunes révolutionnaires, entre guillemets, qui s'appelle la Jeune Garde. Oui. Ça rappelle de tristes souvenirs soviétiques, ça. Oui.
Je veux dire, on refait l'histoire de l'URSS, du bolchevisme. Non, mais tout le monde refait l'histoire de tout le Bien monde. entendu. Bah, Oui, de toute façon, oui, ça, oui. Réitère. Solzhenitsyn l'a dit tout de suite, hein. Dès qu'il est arrivé en Occident, Ouais, il a dit, ça va vous tomber sur la gueule. Hein. Il n'avait pas tort. Mais il faut résister. Il faut un peu de courage pour ça. Ben voilà, mais je Un peu de regarde. courage. Frère Benjamin, Laurent Firode, Max Chaley, Fariba Ashtroudi. On va refaire le monde. Ben, vous, Ensemble? non, mais bien sûr, avant qu'il ne nous défasse. Voilà. Tout le problème, il est là. Hein. Il est là le problème. Non, mais c'est Il faut que peut-être chacun d'entre nous à sa manière et puis non, tous c'est les peut-être autres. Ben Voilà, vous Salman qui êtes là. et monsieur Raisi qui vont refaire le monde. Hein. Déjà Ça va être... ça va pas être drôle du tout. Oui, mais enfin, le pire n'est pas toujours sûr. Hein. Soyons optimistes. Soyons optimistes. Mais frère Benjamin, vous, quand vous êtes intéressé ou pas du tout à la politique? Non. Franchement. Non. Pas du tout. C'est vrai. J'adore. Je me dis, non, de quoi il parle? De quoi il parle? De quoi il veut me parler? Ouais, c'est ça. Non, vraiment, je sais pas bien peut-être, hein, mais je crois que j'ai toujours été... Non, parce qu'il y a eu les théologies de la libération, il y a des prêtres qui ont pris une position... J'ai su faire la distinction entre la droite et la gauche il y a encore pas très longtemps. Voilà, fini, je me présente pas en exemple, hein, c'est simplement que moi j'ai toujours été... français depuis 50 ans, se demande qu'il y a une différence entre droite et gauche. Moi, j'ai toujours été plus centré sur le cœur de l'homme, le cœur de Dieu, le cœur de l'homme, et donc j'ai toujours eu le sentiment de moulin à parole quand j'entendais les politiciens de quelque bord que ce soit. Voilà. Donc ça m'a jamais accroché, à la rigueur pour analyser leur psychologie ou des choses comme ça. Non, mais pas tous. Écoutez, il y a quand même sans vrai homme politique. Je pense qu'on serait encore... non. Quand on n'y connaît rien, on met tout dans le même sac. Ah oui, d'accord. On disait, c'est tous les politiques, non. Ah oui, Ah oui, d'accord. Une immense partie. J'aime pas les généralités, enfin, permettez-moi, pardonnez-moi, mais vraiment, j'aime pas les généralités. Mais disons que sont tous bien. Là, en ce moment, de toute façon, on est dans un tel cambouis mondial mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et même en ce moment, il y a des gens, simplement, on les entend pas. Non, malheureusement, c'est ça le problème. C'est qu'on n'entend pas les gens qui ont, comme disait André, ceux qui ont quelque chose à dire, on les entend jamais. Que ce soit parmi les intellectuels. On a d'immenses intellectuels encore dans ce pays. On les entend rarement. Oui, on les entend, mais on les sort de temps en temps. Ça, ils sont des catafalques. Vous connaissez l'histoire magnifique de la momie de la 4e dynastie qui est venue avec Ramsès II. Tu sais, il y a l'exposition Ramsès II. Et la momie de la 4e dynastie, elle est arrivée, on l'a démaillotée, et tout à coup, la bouche bougeait. Et attendez, elle bouge. Tous les égyptologues sont là, tous les savants. Elle va parler. Silence total. Elle va parler. Et on entend, elle dit, est-ce que Lynn Renaud chante encore? J'ai honte, je reconnais que j'ai honte. Mais bon. Et oui, tu devrais, vraiment. Je réponds, non, je ne chante plus. Donc voilà. Non, je reviens à ça, c'est-à-dire que, regardez, on a parlé de choses extrêmement différentes. Mais quand même, les deux dimensions sont là, la dimension humaine, la dimension terrestre, la dimension de la violence, et puis la dimension spirituelle. Je veux dire, les deux sont là, on ne peut pas... Alors après, vous savez, c'est ce merveilleux poème d'Aragon pendant la Résistance, parce que Aragon, on peut penser ce qu'on veut de lui, mais il a écrit des poèmes extraordinaires, notamment celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ouais. Tous les deux aimaient la belle, prisonnière des seuls bas. Lequel montait à l'échelle, lequel qui était en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. C'était pendant la Résistance. C'est magnifique. Je veux dire, et ça, c'est voilà. Et que quelles que soient tes opinions, tes croyances, pas, quand quelque chose se passe, il dit quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au sein du commun combat. Et le vrai problème est là, c'est de retrouver un commun combat, en tout cas une cause commune, je dirais, là-dedans. Voilà. Et c'est pas évident. Hein. Retrouver l'humain, peut-être. Peut-être que enfin, moi, mon combat en ce moment, c'est ça. Parce que quand on voit à quel point on massacre l'humain, que ça soit ici, là-bas, c'est surtout ça. Et effectivement, dans un monde où c'est devenu noir ou blanc, je parle de ce que je connais. Tu vois, je ne vais pas rentrer dans le problème, par exemple, Russie-Ukraine, même si j'en sais un tout petit peu, mais
l'image qu'on s'est fait de l'Iran ces dernières années, ça a été soit, pendant des années, hein, ça me faisait rire, parce que quand on voulait, je parle des médias bien installés, quand on voulait dire que finalement il fallait négocier avec les Iraniens, quand je dis les mollahs, hein, Oui, bien sûr, oui. on montrait les surprises parties avec les femmes qui dansaient, vous voyez, quand on voulait dire les salauds, les méchants, on voyait que les femmes en tchador et les démonstrations monstres avec les femmes en tchador, etc. C'était soit ça, soit ça. Depuis des années, j'ai essayé de dire, ce n'est ni ça, c'est un peu les deux, c'est entre les deux, c'est... Où on a essayé de trouver vraiment l'image de comme ce que vous disiez, c'est qu'on entend tout, mais la vraie vie, on ne la voit pas. On voit dans le métro ce que vous êtes en train de montrer dans votre film. Il y en a qui la vivent. Non, je le sais, mais je parle de la masse. Pardon, je veux en Iran. Rebondir là-dessus. C'est une dictature, je dis. Non, mais c'est une dictature, mais il n'y a pas que ça. Je vais rebondir là-dessus. Désolé, il n'y a pas que ça. Non. Le régime n'est pas un bloc monolithique. Non, conférence sur l'Iran. Juste une remarque. Non, mais évidemment. Mais les femmes se révoltent, même au sein de ce Parlement, les femmes se révoltent. Je veux dire, c'est... D'accord, on ne va pas faire une conférence sur l'Iran. Non, mais c'est partout pareil. Ce n'est pas que juste une remarque, c'est vrai, parce que moi, je suis un fan des chaînes YouTube où les gens montrent « je me promène dans ma ville ». Et moi, là, ça fait au moins une semaine, je regarde, je me promène dans Téhéran. Et j'étais stupéfait. Il y a un tiers des femmes qui ne portent pas le voile. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup plus compliqué. C'est incroyable. En Occident, on pense que n'importe quelle femme iranienne sans voile... C'est pas que maintenant. Non, mais je m'en doute bien. Mais là, j'étais stupéfait. C'est-à-dire qu'en Occident, on pense que toute femme iranienne sans voile va être aussitôt arrêtée. Et là, ce sont des youtubeurs qui sortent de chez eux, qui font une heure de marche. Ils ne trichent rien, il n'y a aucun cut. Et je vois, j'étais stupéfait. Il y a un bon tiers, mais même souvent, ça dépend du quartier. Si c'est un quartier un peu chic, c'est à 100%. Quartier chic. Non, même dans le sud de Téhéran. Mais en plus, l'inverse est vrai également. C'est fou. Je voudrais juste... Frère Benjamin a chanté ce merveilleux poème de Paul Faure, « Je vous salue Marie ». Et vous savez que Brassens a écrit sur la même musique, a écrit, lui, un poème. Il n'y a pas d'amour qui est absolument sublime, que je voudrais vous dire là. Je n'ai pas la voix de Frère Benjamin, donc je vais le lire. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, eux qu'on retrouve au soir, désarmés, incertains? Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir le regard passer, répétant après moi les mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Et là, je vais vous dire quelque chose. Brassens, ça s'arrête là. Mais Aragon, Louis Aragon, qui avait pris ce poème, il a ajouté cette merveilleuse strophe que Brassens n'a pas chantée. Il n'y a pas d'amour qui ne soit ta douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit épris.
il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs, et pas plus que de toi, l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs, il n'y a pas d'amoureux, mais c'est notre amour, à tous deux. Aragon, Léo Ferré. Voilà donc, vive tous les amours et toutes les sortes d'amour, qu'elles soient. Et n'oubliez jamais, comme disait Fariba Ashtroudi dans son précédent roman, qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour. Toi et moi dans le même Bermuda, c'est l'amour. Elle revient l'hirondelle du faubourg, c'est l'amour. Alors Laurent Firode, votre prochain film? Le prochain film, je commence à tourner dans 15 jours. C'est quoi? Encore le monde d'après? Ouais. 300 € cette fois, 300 €. Non, un budget, ça dépasse 300, ça va budget, pas. faire un budget de dingue, je ne 800 compte même € plus. peut-être. 300. Je n'y ai À la baisse. Mais ce on va sera aller plus loin. toujours Alors, ça sera toujours notre monde les moderne. portraits. C'est une mine d'or, je crois. Voilà, donc, mais toujours des films aussi également, des films à tiroir. J'aime bien quand raconter plusieurs histoires. Et dans l'ambiance des Mille et Une Nuits, un peu. Je suis un fan de ça. Donc, voilà, des histoires liées au monde actuel, mais plus en mode thriller, plus flippant. Le monde actuel veut nous faire peur, et je vais montrer comment il veut nous faire peur pour qu'on réagisse à ça, qu'on arrête avec cette peur. Vaste programme. Alors, Max Chaley, le tome 2 de la prostitution sort quand? Mois de mai. Alors, De mai. Alors, je vais vous donner juste un avant-goût. Vous allez me sortir les mots. Là, vous allez me préparer juste les mots employés par les proxénètes, etc., extraordinaires. Les mots pour les désigner. Les mots pour les désigner. Oh, le petit proxénète, c'est le Jules au casse-croûte. Le Géo casse-croûte. Le Jules au casse-croûte. Ah, le Jules au casse-croûte. Voilà. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Parce qu'évidemment, il vit de peu. Mais il y a toute la thématique des poissons. Le maquereau, dont l'origine veut dire d'ailleurs, c'est plutôt un entremetteur hollandais. Mais le maquereau, après, il y a le dos bleu, le dos vert, parce que les maquereaux ont le dos vert. Après, il y a le goujon, c'est le petit maquereau. Et savez-vous pourquoi, pardon, je vous interromps, savez-vous pourquoi la personne qui organisait les sorties galantes de Dominique Strauss-Kahn en Europe s'appelait Dodo la Saumure? La Saumure. Parce que, à cause du maquereau, le poisson salé, c'est incroyable. Dans la Saumure. Dans C'est pour ça qu'on l'appelle Dodo la Saumure. Dodo la Saumure. Il s'appelle Dominique Aldeverde et je vous signale qu'il habite Gand. C'est tout, lui. Et il a le DSK qui s'appelle le Dodo Sex Club. Et la plus belle, authentique, il est toujours à Gand, vous pouvez y aller. Si vous passez par Gand, allez voir il Dodo. avait 7 maisons closes en Belgique Oui, qui permettaient d'envoyer des petites proies. voilà, Ah, il DSK. faisait un peu partout. Et la réputation était qu'il était très violent avec les prostituées. Ah bon, un salaud en plus. Quel salaud. Mais alors, vous savez, le plus beau, c'est qu'à la télévision, ça, c'est la plus belle phrase qu'il y a eu. Quand il y a eu le procès du Carlton de Lille, on a interrogé donc le fameux Dodo, Dominique Aldeverde, et on lui a dit, qu'avez-vous pensé de ce procès? Et il a dit, textuel à la télévision, je crains que Dominique Strauss-Kahn n'ait quelque peu terni ma réputation. Historique. Et savez-vous, dans le dictionnaire, je mets les mots qu'employait Strauss-Kahn quand il demandait que la soirée... Le matériel. N'oubliez pas les colis. Voilà la façon élégante de parler des prostituées. Ça, c'est lamentable. N'oubliez pas les colis, l'accompagnement. Y aura-t-il un accompagnement? Ah ouais, oh là là. Relevons un tout petit peu avec frère Benjamin le débat. On va pas parler. Alors, un prochain livre, frère Benjamin? Oui. Ah, ben ouais. C'est sur quoi, si c'est pas indiscret? Même deux. Il y en a un qui est déjà écrit, mais on en réfléchit les bonnes formes. Ça sera sur le suicide. Alors, parce que je suis beaucoup accompagné, comme je disais, je suis salésien Don Bosco, donc on consacre notre vie aux jeunes. Et, on est des éducateurs. Oui, vous occupez énormément d'éducation et des jeunes. Oui. Donc pendant des années, puis avec mon petit bagage un peu de psycho, et puis voilà, les confidences. De nombreuses confidences recueillies, j'ai eu l'intuition qu'il fallait un peu recueillir cela, écrire un texte pour les jeunes, vraiment pour eux. Et donc c'est pour ça qu'on peaufine bien la forme, pour que ce soit une sorte quelque chose qui... Parce que quand on déprime, quand on est en mode déprime et qu'on est ado, qu'on est en dos, on n'a pas forcément envie de lire un bouquin trop épais et complexe. Donc voilà, donc on travaille là-dessus. D'accord. Et puis... Écoutez, on vous attend pour le prochain livre. Ah bah oui, d'accord, c'est ça vous lance. Fariba.
Après Mon Ali, grand livre sur l'amour, justement, Sur mais l'amour. qui est Ah ouais. absolument. Mais j'ai travaillé vraiment vous plus de 15 ans. ce sera pour bientôt. Bientôt. 15 ans, vous y et ça travaillez. va être Il va 15 ans. s'appeler, vous avez le titre déjà ou pas encore? Je ne veux pas le dire parce que c'est provisoire, mais ça va venir. Mais je vous en avais parlé. C'est Oui, plus, c'est je une sais, grande mais- histoire qui va jusqu'au Liban, Quoi, la jusqu'à grande chez histoire- vous. Ah ouais. Oui. La grande Qui histoire commence, d'amour. c'est une saga. Oui, c'est une grande histoire d'amour, mais c'est dingue ce que vous avez. D'ailleurs, j'adore ce poème Ce poème d'Aragon. d'Aragon, magnifique. C'est Mise en une musique histoire par, d'amour, mais qui Brassens. s'ouvre sur l'amour de l'humanité. En fait, c'est une saga d'une famille juive allemande qui termine, les rescapés vont au Liban, et ça parle du problème israélo-palestinien, mais à travers une très, très grande histoire d'amour. Et ben voilà. Ça a été le challenge, vous savez mieux que moi, André, que c'est un mot français de ma vie, et oui, ça va, c'est pour bientôt. Eh bien, écoutez, c'est formidable parce que vous voyez, vous avez tous non seulement des projets, mais des réalisations. Et voilà, c'est ça le bar Omerta. C'est qu'on se quitte parce qu'on sait qu'on va se revoir. C'est-à-dire, dans quelques mois, Max Chalet va revenir en disant voilà, le vocabulaire des macros, des prostituées, et de ça va être voilà. Laurent Firode. On va le recevoir pour le monde d'après version 40. Voilà. Puis peut-être qu'on va faire quelque chose ensemble. Ah, mais c'est sûr. Ah là, Bah, on va se voir après, écoutez, absolument. ça, c'est votre problème. Vous le réglez entre vous. Je ne veux pas le savoir. Frère Benjamin, effectivement, vous chantez, vous composez, vous aidez les jeunes, et c'est formidable. Oui, et puis c'est Fariba, ça qui est c'est vrai, formidable. quoi. Oui. Et voilà, et Fariba. Et quant à moi, eh ben, je vous dis, continuez. Tous les dimanches, on est là, à 18h. Vous ouvrez votre petite lucarne, vous tapez YouTube version Omerta, vous vous abonnez à YouTube version Omerta, et vous allez effectivement passer quelques heures avec nous. Et nous, on sera très heureux de passer quelques heures avec vous. À la vôtre. À vous. Je ne sais pas si c'est off-record ou on-record, mais je vais vous dire quelque chose sur André. Il y a de ça 30 ans, donc ça n'a pas. J'étais jeune, il était jeune, nous étions jeunes. C'était intime. Rien ne semble différencier ce quartier du sud de Beyrouth d'un faubourg arabe traditionnel. Ses commerces, ses rangées de grands immeubles, une effervescence populaire et une vie de café invitant à la conversation. Des scènes de vie lambda pour un quartier arabe, à une différence près. L'espace est saturé de photos de Hassan Nasrallah, le leader charismatique du Hezbollah. Une iconographie précise mettant en scène le secrétaire général du parti chiite libanais et ses martyrs tombés en Syrie ou contre Israël en 2006. Parce que nous sommes ici à Daïeh, communément appelé le QG du Hezbollah. Largement dépeint par les médias occidentaux comme symbole du fondamentalisme islamiste chiite, bras armé de l'Iran, le Hezbollah est aujourd'hui un acteur incontournable de la scène politique libanaise et régionale. Pour comprendre les origines du Parti de Dieu, il faut remonter au milieu des années 80. Alors que le Liban est en proie au chaos de la guerre civile, Israël attaque de nouveau le pays. Objectif : éliminer la résistance palestinienne de l'OLP dirigée par Yasser Arafat et créer une zone tampon pour protéger le nord de l'État hébreu. L'opération Paix en Galilée est lancée. 100 000 soldats de Tsahal envahissent le sud du Liban pour atteindre Beyrouth le 11 juin 82. Un groupe de combattants clandestins du sud Liban prend alors les armes pour lutter contre l'occupant israélien. Ce sont alors les prémices du mouvement Hezbollah.